La ville affirmait être née du progrès. C'est ainsi qu'elle se présentait, ainsi qu'elle se racontait, ainsi qu'elle s'enseignait. Dans les discours officiels, dans les livres scolaires, dans les commémorations annuelles, elle apparaissait comme une victoire de l'ingéniosité humaine sur un espace vide, inutile, oublié, un terrain vague devenu centre industriel, une réussite sans ombre. Pourtant, cette certitude reposait sur un silence ancien, profond, installé dès les premières pierres. Car avant les usines, avant les rails, avant les immeubles de pierre, il y avait quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Et personne ne savait expliquer clairement ce qu'il était advenu de ces présences antérieures. Au commencement, le territoire n'était pas aussi désert qu'on le prétendait. Des chemins existaient déjà, tracés par des usages anciens. Des zones habitées, modestes, parfois précaires, s'étendaient là où se dresseraient plus tard les quartiers centraux. Mais ces vies n'avaient laissé que peu de traces écrites. Elles n'avaient pas produit de documents officiels, ni de récits dominants. Leur mémoire ne survivait que dans des habitudes, des murmures, des silences transmis. Quand la transformation commença, elle fut rapide, brutale par sa vitesse plus que par ses formes visibles. Les travaux avancèrent jour et nuit. Les machines martelèrent le sol sans interruption. Le bruit était constant, écrasant, comme si la terre elle-même devait être empêchée de parler. Une odeur âcre de charbon et d'huile envahissait l'air. Elle s'accrochait aux vêtements, à la peau, aux murs, jusqu'à devenir normale. Chaque jour, de nouveaux bâtiments apparaissaient. Chaque semaine, de nouvelles voies s'ouvraient. Chaque mois, la population augmentait. La ville semblait respirer l'ambition. Mais dans cette expansion fulgurante, une question demeurait étrangement absente. Qui avait cédé la place ? Les registres municipaux démarraient tous à la même date. Avant cela, rien. Pas de transition, pas de mention de déplacement, d'accord, d'indemnisation. Comme si l'histoire avait été découpée, nette, proprement, sans bavure apparente. Cette absence ne choquait pas encore. À cette époque, on regardait vers l'avant. Mais comment une ville pouvait-elle naître sans héritage visible, sans traces, sans reste, sans récit contradictoire ? Était-il vraiment possible que rien n'ait existé avant ? Avec le temps, la ville s'installa dans la normalité. Les générations se succédèrent sans remettre en cause les fondations du récit. On travaillait, on consommait, on construisait. La prospérité créait une forme de confort moral. Ce qui fonctionnait n'avait pas besoin d'être interrogé. Les rues étaient animées dès l'aube. Le rythme des pas, des machines, des sirènes structuraient les journées. Les corps s'habituaient à cette cadence artificielle. Les oreilles aussi. Pourtant, derrière cette orchestration parfaite, certains ressentaient une tension diffuse, une impression de décalage, difficile à nommer. Les anciens, ceux qui avaient vu les premières transformations, parlaient peu. Quand ils le faisaient, leurs phrases restaient inachevées. Ils évoquaient des départs, jamais des expulsions, des changements, jamais des ruptures. Et surtout, ils ne donnaient pas de nom, comme si nommer revenait à raviver quelque chose qu'il valait mieux laisser enfoui. La nuit, la ville changeait de texture. Le bruit diminuait, mais ne disparaissait jamais totalement. Sous le silence relatif, on percevait des vibrations, des craquements souterrains. Certains disaient que c'étaient les fondations qui travaillaient. D'autres préféraient ne pas se prononcer. Lors des premières grandes extensions urbaines, les ouvriers durent creuser plus profondément que prévu. C'est là que surgirent les anomalies, des murs qui n'étaient pas sur les plans, des objets sans utilité apparente, des traces de foyers modestes, mal alignés, incompatibles avec l'urbanisme moderne. Le chantier fut brièvement suspendu, les responsables prirent des photos, puis l'ordre fut donné de reprendre, les structures furent détruites, les objets évacués. Aucun communiqué officiel ne mentionna la découverte. Pourquoi ces vestiges n'avaient-ils suscité aucune enquête ? Pourquoi avait-on choisi de les faire disparaître une seconde fois ? À mesure que la ville gagnait en importance, elle perfectionnait son récit. Les célébrations anniversaires devenaient plus spectaculaires. On parlait d'avenir, d'innovation, de rayonnement. Le passé, lui, restait figé dans une version simplifiée, presque abstraite. Dans les écoles, on enseignait que la zone avait été sous-exploitée, presque vide.
Une opportunité historique. Cette idée se répétait année après année, jusqu'à devenir une évidence. Les enfants n'apprenaient pas à douter. Pourtant, certaines familles conservaient des objets étranges, des outils anciens, inutilisables dans le monde industriel, des photographies sans date, montrant des lieux reconnaissables mais différents, des visages que personne ne savait identifier. Ces reliques ne servaient à rien, sinon à rappeler qu'un autre usage du territoire avait existé. La peur ne se manifestait pas par des cris ou des fuites. Elle prenait la forme d'un évitement collectif. Certains quartiers étaient encore déconseillés sans raison claire. Certaines questions étaient jugées déplacées. Travailler sur les archives anciennes devenait difficile. Des dossiers manquaient. Des pages avaient été retirées. Les lacunes étaient trop régulières pour être accidentelles. Quelqu'un, à un moment donné, avait décidé de nettoyer le passé. Était-ce pour protéger la réputation de la ville ou pour préserver la tranquillité de ceux qui profitaient de ses fondations? Les autorités maîtrisaient le langage. Chaque mot était choisi avec soin. On parlait de transformation, jamais de remplacement, de développement, jamais de perte. Le vocabulaire permettait d'éviter la responsabilité. Les sols posaient parfois problème. Des affaissements localisés, des fissures inexpliquées. Les ingénieurs parlaient de contraintes techniques, mais les habitants concernés parlaient d'autre chose, d'une instabilité persistante, d'un malaise constant. La ville continuait de prospérer, les bénéfices augmentaient, les infrastructures s'amélioraient. Plus la réussite était visible, plus il devenait difficile d'en questionner l'origine. Admettre qu'un prix avait été payé aurait obligé à reconnaître une dette morale, et une dette ne disparaît jamais d'elle-même. Pourquoi la réussite collective semblait-elle reposer sur un oubli aussi soigneusement entretenu? Avec le temps, les témoins directs commencèrent à disparaître. D'abord les plus âgés, puis ceux qui avaient vu la ville se transformer sans jamais en parler ouvertement. Leur mort n'entraîna pas de révélation tardive, ni de confession publique. Elle ne laissa derrière elle que des maisons vidées, des objets sans héritier, des silences devenus définitifs. La disparition des corps acheva ce que le récit officiel avait commencé depuis longtemps, l'effacement progressif de toute contradiction vivante. La mémoire collective changea alors de nature. Elle ne fonctionnait plus comme un souvenir partagé, mais comme une construction défensive. Les habitants ne se souvenaient pas d'un passé précis, ils se souvenaient surtout de ce qu'il ne fallait pas questionner. Ce n'était pas un mensonge actif, mais une habitude mentale, une forme d'économie émotionnelle. Ce souvenir coûtait trop cher. Dans les conversations, certaines phrases revenaient systématiquement. On ne sait pas exactement. C'était une autre époque. Ce qui compte, c'est ce que la ville est devenue. Ces formules n'étaient jamais imposées par une autorité visible. Elles circulaient librement, reprises sans y penser, intégrées dans le langage quotidien. La ville n'avait pas besoin de censurer. Elle avait appris à orienter les réflexes. Les tentatives de remise en question existaient pourtant. Elles prenaient la forme de recherches marginales, de questions posées trop tard, de doutes exprimés à voix basse. Mais ces tentatives se heurtaient toujours à la même réaction, l'indifférence polie. On écoutait sans répondre, on changeait de sujet. On laissait le doute se dissoudre dans l'absence d'écho. La peur, si elle existait encore, n'était plus consciente. Elle s'était transformée en confort, en stabilité, en attachement à une version du monde qui fonctionnait. Reconnaître que la ville s'était construite sur une injustice collective aurait obligé chacun à reconsidérer sa propre place, et peu étaient prêts à payer ce prix-là. Alors la ville continua d'avancer, portée par un oubli devenu structurel. Mais pouvait-on vraiment parler d'oubli quand tant d'efforts avaient été nécessaires pour le maintenir? C'est dans ce contexte qu'un document réapparut. Pas un dossier complet, pas une archive centrale. Une copie secondaire, mal classée, conservée par hasard dans un fonds administratif mineur. À première vue, il semblait insignifiant. Quelques pages, des termes techniques, des signatures à moitié effacées. Mais en le lisant attentivement, quelque chose sautait aux yeux. Il y était question de déplacements rapides, de décisions prises sans consultation préalable, de délais incompatibles avec toute relocalisation volontaire. Les mots restaient neutres, presque froids, mais leur enchaînement dessinait une réalité différente de celle enseignée depuis des décennies. Ce document ne prouvait pas tout, il ne racontait pas l'ensemble de l'histoire,
Mais il ouvrait une brèche. Il introduisait la possibilité d'un choix imposé, d'une violence administrative, d'une transformation imposée sans consentement réel. La réaction fut immédiate, bien que discrète. On relativisa l'importance du texte, on rappela le contexte de l'époque, on insista sur l'absence de preuves complémentaires. Puis, progressivement, le sujet disparut des discussions publiques. Aucune interdiction ne fut prononcée, aucun communiqué officiel ne fut publié. Le document resta accessible, mais sans relais, sans analyse, sans suite. Il rejoignit cette zone grise où les vérités incomplètes cessent d'exister faute d'attention. Pourquoi ce fragment avait-il suscité un tel malaise ? Pourquoi tant d'énergie pour neutraliser quelque chose présenté comme insignifiant ? Parce qu'il menaçait l'équilibre fragile sur lequel reposait la ville. Il rappelait que le progrès n'avait pas été une simple opportunité, mais un choix imposé, et qu'un choix imposé laisse toujours des traces, même lorsqu'on tente de les recouvrir. Aujourd'hui, la ville se dresse toujours, plus grande, plus riche, plus assurée de sa place. Ses habitants marchent sur des trottoirs impeccables. Ils travaillent dans des bâtiments solides. Ils regardent vers l'avenir avec confiance. La réussite est visible, mesurable, célébrée. Mais sous cette surface maîtrisée, quelque chose persiste. Une mémoire comprimée, une absence structurante. Ce n'est pas un fantôme spectaculaire, ni une culpabilité assumée. C'est un déséquilibre silencieux, intégré dans la normalité. La ville n'a jamais été construite sur du vide. Elle a été construite sur une réécriture, sur un accord tacite pour considérer que certaines vies comptaient moins que le résultat final. Ce mensonge n'a pas été imposé par une seule autorité, mais accepté collectivement, génération après génération. Chacun y a trouvé son intérêt, la stabilité, la prospérité, la tranquillité morale. Mais ce type de fondation a un coût différé. Il ne se manifeste pas par un effondrement immédiat, mais par une fragilité invisible. Car une ville peut survivre à des crises économiques, à des guerres, à des transformations sociales. Mais peut-elle survivre à la remontée de sa propre vérité ? Si un jour ce qui a été effacé devait être pleinement reconnu, si les absents redevenaient visibles, si le récit devait être réécrit sans omission, la ville resterait-elle debout ou découvrirait-elle que ses fondations n'ont jamais été aussi solides qu'elle le croyait ? La question demeure intacte, suspendue dans le silence qu'elle a elle-même construit.